Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Champions League is back. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Coup de canon, votre podcast 100% Gunners. Après la déroute au St. Mary's Stadium, Arsenal se déplaçait à l'Estadio José Alvalade pour y affronter le Sporting Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'objectif était simple, pas forcément la victoire, mais à minima se rassurer après deux défaites, l'une en finale de Carabao Cup juste avant la trêve internationale face à l'ennemi juré Manchester City, et l'autre, beaucoup plus récente, de samedi face au septième de Champions League, dans un match où on ne retiendra pas grand-chose, pardon, même pas la défaite, tant c'était pourri. Pour m'accompagner ce soir et parler de cette rencontre de Champions League, Baptistou et Louis Tartex. Messieurs, soyez les bienvenus. Salut à tous. Salut Raoul, salut à tous. Messieurs, j'imagine soulagés, si ce n'est heureux. Ouais, Soulagé. Mais rien n'est fait. Il reste bien évidemment le match retour à disputer dans quelques jours. Rentrons directement dans le vif du sujet. Il fallait faire des choix. Saka était out, Timber était out. Kepa était fit, mais sur le banc. Ah La bon? compo proposée par Mikel Arteta ce soir, avec bien évidemment au but David Raya. Ben White titularisé à droite avec Saliba, Gabriel et Calafiori à gauche. Le milieu à 3 avec Zubimendi, Declan Rice et le retour d'Odegaard. Et devant la ligne de 3 avec Madueke, Guillaume Quérez qui revenait sur les terres de ses exploits récents et Leandro Trossard, pardon, sur le côté gauche. Une compo, messieurs, qui avait fière allure en tenant compte des blessés, surtout de l'absence de Timber côté droit, un réel choix de la part d'Arteta pour le côté gauche avec la titularisation de Calafiori. Peut-être tout de suite donner les remplaçants du jour pour voir un petit peu la profondeur, mais pas que, du banc. Nous avions Kai Havertz sur le banc avec Max Daumann, Martinelli, Kepa, bien évidemment, Mosquera, Lewis Kelly, Nordgaard, Gabriel Jesus, et après, on avait les petits jeunes avec Ariman Anous, qu'on a déjà vu quelques fois, Ronson et le dernier, Salmon. Apparemment, on ne dit pas Salmon, on dit Salmon. Du coup, compte tenu des présents, des joueurs fit et du banc, une compo logique pour vous, messieurs, ou peut-être une surprise à l'un ou l'autre poste, Louis? Oui, composition assez logique au vu de trop nombreuses absences, encore une fois. Et oui, le seul choix qui pouvait être discuté, c'était le côté droit entre White et Mosquera. Il y en a beaucoup qui auraient préféré Mosquera, peut-être plus serein, plus solide défensivement, mais un apport offensif moindre. Moi, personnellement, je m'en foutais un peu. De toute manière, il faut bien que White il se relance et qu'il enchaîne les minutes pour être utile en cette fin de saison. Donc voilà, à part White, globalement, l'équipe avait du sens. Mais c'est vrai que quand on compare l'équipe alignée face à Leverkusen, on voit qu'il y a beaucoup de changements et qu'on n'a pas pu avoir de la continuité à cause des blessures. Et ça, c'est bien dommage. Baptiste, la titularisation et le retour de Garde pour toi semble toute logique ou surprenante? Non, non logique parce que Eze est pas là. Je pense que ça a fait la différence. Si Eze était là, je pense que c'est lui qui aurait démarré. Moi, je trouve quand même, enfin, j'ai été un petit peu surpris quand même de Trossard parce que Martinelli, il est habitué à le mettre en coupe. C'est notre meilleur buteur en Ligue des Champions. Je pensais qu'il y allait avoir peut-être une petite titularisation de Martinelli, surtout qu'on n'avait pas trop d'infos sur l'état de santé de Trossard. On savait pas si
blessure diplomatique, réelle blessure. Je pense qu'il est vraiment blessé vu que à la fin du match, il a un petit peu grimacé. Mais à part le débat White-Mosquera, je pensais qu'il allait avoir Martinelli à gauche. Il a préféré Trossard et il a préféré Ben White qui, encore une fois ce soir, a été waouh, compliqué. On va y revenir, bien évidemment. Euh, une rencontre que j'ai envie de qualifier d'équilibrée, tant chaque équipe aura eu ses temps forts. En début et en fin de chacune des périodes pour Lisbonne, malgré la fin de match que l'on connaît tous, mais dont on va parler un peu plus tard. Et puis un temps fort d'Arsenal en milieu de période, j'allais dire sur à peu près 25-30 minutes, généralement de la 10e à la 35e, 40e, 35e plutôt, ouais. Euh, et ça, sur les deux périodes, relativement d'accord avec ça, Louis et Baptistou, sur l'ensemble de la rencontre, ou peut-être un peu plus nuancé pour vous, Bah, Baptistou? c'est... Ou Louis, Vas-y, pardon. Non, vas-y. vas-y, Louis, Non, vas-y. comme je Non, commence? je vais. Allez. Surtout un temps fort en première période, je suis assez d'accord. Après le quart d'heure de jeu, on se réveille un peu et ça fait du bien. En revanche, je trouve en seconde période, on est un peu un petit trop. On a la maîtrise, on a le ballon, mais il n'y a rien de transcendant et ça manque de créativité. Donc, je jaugerais un peu plus la seconde période que j'ai trouvé un peu plus terne et plus équilibrée, où les deux équipes finalement semblaient se contenter de ce 0-0. Bien évidemment, je me suis peut-être un petit peu enflammé en parlant de temps fort. En tout cas, une maîtrise, on peut parler Ouais, plutôt de maîtrise. maîtrise, plutôt sur le cœur des mi-temps pour Arsenal, tant au niveau du ballon, mais on a quand même pris un petit peu le feu. Baptiste, de ton côté, toi, cette analyse temps fort respectif en début et en fin de période pour les Portugais et au cœur des périodes pour Arsenal, plutôt d'accord avec ça de façon globale avant de rentrer dans le détail. Bah, je trouve que la différence, elle se fait sur les occasions. En fait, le Sporting a été plus tranchant que nous. Ils ont eu plus d'occasions, quand même, je trouve. Alors que nous, c'était plus de la maîtrise. Mais par exemple, en deuxième mi-temps, à part le but refusé, j'ai pas le souvenir d'une occasion où on embête Lisbonne. Eux, ils touchent quand même la barre. Nous aussi, sur Madueke, le corner. Mais eux, ils touchent la barre. Raya fait quand même 3-4 parades vraiment, vraiment décisives. Alors que nous, c'était, oui, on a le ballon, on maîtrise, mais voilà, j'ai pas le souvenir, à part le but refusé et le but du coup d'Havertz, d'une véritable occasion où vraiment on les a inquiétés, quoi. Ouais. On va parler de l'entame un petit peu de match, puisque je crois que c'est l'autre Louis, Loulou, qui en parlait dans le Discord. Une entame de match un petit peu à l'image de ce que City avait mis en place pour nous déranger, c'est-à-dire que pendant les 10 premières minutes de jeu de cette rencontre, on a eu quand même énormément de mal à sortir la tête de l'eau, à sortir le ballon de notre camp. Et le Sporting Lisbonne qui avait sans nul doute analysé la finale de Carabao Cup et qui avait remarqué que en allant nous presser très haut avec une ligne de 3 voire même de 4, ça empêchait les premières relances et du coup on a eu énormément de mal et pendant ces 10 premières minutes, comme je le disais, on a quand même un petit peu pris le bouillon. Et c'est d'ailleurs dans ces 10 premières minutes, si je ne me trompe pas, qu'il y aura cette fameuse frappe du Sporting déviée de la main de Raya sur la barre. Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez vu la même chose que Loulou et moi, finalement, sur cette entame de match? Ouais, ouais, complètement, t'as tout dit. On n'est pas du tout bien rentré dans ce match physiquement et mentalement, et on prend d'entrée des vagues, et c'est un peu l'habitude des matchs à l'extérieur depuis 4-5 mois, donc on commence à s'habituer. Oui, bon, si t'es habitué, ça va, tout va bien, alors Tout va bien. tu stresses pas. Baptistou? Complètement. Et je pense ils ont un petit peu abandonné quand même ce fait de plus trop nous presser. J'ai trouvé que ils nous ont quand même un petit peu plus pressé à partir de la première demi-heure. Mais enfin après la première demi-heure, pardon. Mais en première demi-heure, ils ont fait exactement comme City. En fait, ils nous ont pas attaqué et c'était Gabriel Saliba, Zubimendi, Gabriel Saliba, Zubimendi.
Ça a été ça tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a pas de grosses occasions, quoi. On garde le ballon, on a la maîtrise, mais on les a pas inquiétés, quoi. Ouais. Et il y a un sujet que moi je voulais aborder, en tout cas, autre chose qui m'a un petit peu sauté aux yeux et non pas à la gorge, c'est la diff. Alors, il y a deux choses. Il y a le retour d'Odegaard qui, pour moi, signifie de nouveau un pressing haut. Justement, quand on a commencé un peu à aller chercher 10 mètres, 20 mètres, un peu plus profond, un peu plus en profondeur dans la verticalité, on a commencé à aller les presser dans leur camp et très bizarrement, on a retrouvé le Arsenal 2024-2025 où on pressait très très haut, notamment avec le capitaine Eudegaard qui montrait la voie et on a récupéré un nombre incalculable de ballons. Donc, du coup, les deux sujets, c'était effectivement le retour de Degarde et aussi cette disparité de maîtrise dans le pressing du côté droit et du côté gauche. C'est-à-dire que côté droit, on était très très bien en place. C'était rodé avec Gyökeres, Martinelli, Madueke, White et voire Zubimendi, Saliba. Ouais, White, je vous ai trouvé très très dur dans le Discord pendant le match, sans dire qu'il a fait un excellent match. Je vous ai trouvé assez dur. Et je pense que la balle en profondeur là, sur cette occasion-là, justement, ne lui réussit pas, mais on parle pas de l'ouverture exceptionnelle extérieure du pied du défenseur central et de la couverture un petit peu large de Saliba. Mais restons sur les sujets de Degarde et de la disparité de l'efficacité du pressing côté droit et côté gauche. Donc je rappelle, un côté droit, on est vraiment sur un pressing avec Gyökeres, Ødegaard, Madueke, Zub, Zubimendi, White. Sur le côté gauche, on était censé retrouver Ødegaard, Gyökeres, Trossard, Calafiori et éventuellement White. Et pour autant, il y a une vraie différence d'efficacité dans le pressing entre les deux côtés. Baptistou, comment tu expliques cette différence? Si tu as vu une différence d'ailleurs, hein, si tu n'as pas vu la différence, tu bottes en touche et je passe la main à Louis. Moi, j'ai pas constaté ça. Ok, bah alors peut-être Enfin, que Louis non c'est pas plus. quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Pour le retour de Ødegaard, c'est vrai, c'est quand même lui qui initie le pressing en premier. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme différence entre les deux côtés. Surtout que de l'autre côté, il y a quand même un monstre qui s'appelle Declan Rice. En termes de pressing, le gars, il est impressionnant. Donc non, j'ai pas Ok, forcément vu cette différence-là. eh ben, je tente ma chance avec Louis. Louis, est-ce que tu as vu quelque chose de similaire ou pas du tout? Auquel cas, je vous donnerai mon point de vue juste après. Ouais, Alors, c'était pas systématique, je pense, la différence entre le côté droit et le côté gauche. C'était sur certaines incursions. C'est vrai que j'ai eu le sentiment, sur les quelques percées qu'ils ont eues en première période, surtout, réussir à passer plutôt sur notre côté gauche. Je pense que le premier élément serait la différence on va dire, d'énergie et de vitesse de la part de Trossard par rapport à Madueke, qui forcément met quelques secondes à arriver sur son défenseur adverse. Premier élément. Le deuxième, je dirais que bizarrement, c'était parfois le positionnement de Rice qui était parfois un peu trop haut, contrairement à. En fait, ça dépendait parce que il y a eu des incursions où il se faisait. Souvent, le Sporting pouvait mettre un ballon par-dessus lui. Et comme il était très éloigné de Zubimendi, il y avait un énorme trou au milieu de terrain et il était passé. Et parfois, il était en retard et il était trop loin. Et forcément, en quelques passes, ça pouvait traverser la défense. Donc je dirais que le positionnement de Rice parfois était pas toujours très logique en première période et il s'est complètement rectifié en seconde. Donc on n'a pas trop pris de transition rapide dans l'axe. Mais c'est ça qui m'a marqué. Je sais pas si toi, Raoul, c'était ce que tu avais remarqué. Alors, si tu me dis positionnement de Rice, je te rejoins. De l'analyse que tu en fais, je te rejoins pas du tout. D'après moi, en tout cas de ce que j'ai pu voir à plusieurs reprises sur des actions de match, des actions de match assez similaires, c'est que sur le côté, on retrouve De Garde avec son positionnement très haut et très quand même très orienté sur la droite. Et rappelons quand Hmm. même que à l'époque, on jouait avec, l'année dernière par exemple, on jouait avec Partey qui était très bas, avec Declan Rice qui était vraiment en 8 assez haut, et avec
Ødegaard, on va appeler un 10, mais c'était un 8 à droite, qui était assez haut également. Cette saison, vous l'aurez remarqué, on joue plus avec, peut-être pas un double pivot, mais avec Rice qui est quand même relativement plus bas. Et le retour de Ødegaard a cette conséquence que, vu qu'il évolue quand même souvent très haut sur le côté droit, lorsque tu presses sur le côté droit, tu as tout ce couloir qui est couvert par, je le répète, Gyökeres, Ødegaard, Madueke, White et Zubimendi. Mais lorsque tu vas sur le côté gauche, tu as effectivement Trossard qui est déjà très très loin de son défenseur. Mais étant donné que Rice devait couvrir cet axe, puisque Zubimendi était quand même un peu plus sur le côté droit, notamment en première période, c'était assez flagrant, d'après moi. Et ben du coup, Rice était très très loin dans le pressing et ne pouvait pas faire Mm. cet apport supplémentaire. Et donc du coup, les relances semblaient plus faciles sur ce côté gauche parce que pour moi, tout simplement, il manquait un joueur dans le pressing qui était lié un petit peu au décalage et notamment à ce trio au milieu de terrain qui n'était pas vraiment un double pivot. Tu l'as dit, effectivement, après, Rice a ce volume de jeu pour venir combler, mais là, on va dire la rapidité d'exécution et la rapidité de récupération de la balle n'était pas aussi importante côté gauche que côté droit. Euh, je profite d'une parenthèse pour faire un focus sur ce point-là et déjà inviter nos auditeurs, rien que sur ce point-là, à venir nous donner leur avis, bien évidemment, s'ils ont vu la même chose que moi ou s'ils sont plutôt en mode Batistou, à savoir je n'ai pas vu de réelle différence. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. On est aussi là pour échanger avec vous au travers des commentaires que vous pouvez laisser sur YouTube ou sur Spotify ou Apple Podcast ou autre plateforme. Euh, pour rester sur Ødegaard, de façon globale, comment vous qualifiez sa... Je crois qu'il sort à la 70e à peu près. Comment vous jugez ces 70 minutes d'Ødegaard dans son impact dans le jeu, sur son aisance ou non technique, sur l'impact qu'il a pu avoir d'un point de vue défensif, mais aussi et surtout offensif. Baptistou, est-ce que tu as vu que Ødegaard a joué? Oui, oui, oui. Il avait un truc jaune là sur Ouais, c'est ça, ouais. On le C'était sur pour le remarque. bras prendre droit. l'intensité, pour prendre l'intensité, attentiomètre. Baptistou, Ødegaard. Moi j'étais aux notes de Southampton et déjà j'avais trouvé qu'il avait fait pour un match de reprise, il avait été plutôt bon. Enfin, ça a été un des moins mauvais, on va dire. Ce soir aussi, je l'ai trouvé plutôt bon, plutôt en jambes. Surtout que il revient quand même d'une longue période. J'espère qu'il s'est pas blessé parce que s'il fait 3 minutes par match tous les 3 mois, ça va quand même être compliqué. Mais je l'ai trouvé plutôt en forme. Après, il manque encore de rythme, je pense. Il a loupé quelques passes qu'il loupait pas avant. Des fois, il est en position de frappe et il va faire ce geste peut-être de centrer ou de trouver une autre passe. Mais moi, je l'ai trouvé en jambe en tout cas. Il est rassurant. Franchement, il est rassurant pour le sprint final. Et profitons-en pour saluer la fameuse louche. On y a eu le droit encore ce soir. Hein, on peut pas faire un match sans une louche. Louis, ce retour de Garde en tant que titulaire, quart de finale de Ligue des Champions aller face au Sporting Lisbonne. Il y a une stat du Sporting que j'ai pas donnée, c'était 17 victoires consécutives à Ouais. domicile, toutes compétitions confondues, bien évidemment, mais 17 victoires consécutives. Encore une fois, on parle pas d'un petit club. Est-ce qu'il peut y avoir un petit club en Ligue des Champions à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Comment tu as trouvé ce retour? Bah, non seulement trouvé, mais euh, Baptistou disait qu'on retrouvait un petit peu de garde, qui a commencé un petit peu à peser offensivement aussi, malgré quelques erreurs, mais encore une fois, une passe loupée, ça n'a jamais tué personne, c'est pas très très grave. La prise de risque entraîne aussi des échecs dans la passe. Mais du coup, et justement, dans la partie offensive, est-ce que tu l'as trouvé, euh, comment dirais-je, vraiment de nouveau le chef d'orchestre, ou tu l'as trouvé juste très simple dans son jeu, avec peut-être le gars qu'on connaît ces derniers mois, avec beaucoup de touches de balle, à tourner sur lui-même, à ressortir sans aller créer quelque chose dans la verticalité
ou un décalage? Bah, il y a eu du très bon et du moins bon, comme on le connaît chez le capitaine. Ce que j'ai bien aimé, c'est ça quand même sa volonté de voilà, diriger le jeu comme il sait faire, de s'imposer, mais parfois un peu trop, à trop redescendre, à trop, notamment en première période, à vouloir trop tout faire. Et je trouvais qu'on le manque d'allant offensif était aussi de son positionnement un peu bas. Son défaut, là, ça a été son incapacité à trouver Gyökeres, à être assez haut pour pouvoir jouer un peu plus direct. Et donc, on a eu une maîtrise aussi qui est grâce à lui, mais aussi un peu à cause de lui. Et peut-être qu'on aurait eu un jeu un peu plus direct et flamboyant avec un Eze ou avec un autre type de meneur. Et l'autre point négatif d'un point de vue collectif, ça a été finalement cette volonté de trop redescendre. Ça a été le positionnement de Zubimendi qui découle un peu de cette omniprésence d'Odegaard en première période. Et j'ai trouvé Zubimendi complètement à la rue, un peu perdu. Et voilà, donc est-ce que c'est la faute d'Odegaard? Est-ce que c'est à Zubimendi de remonter d'un cran et d'aller jouer plus haut? Après ça, c'est au coach de voir. Mais finalement, on avait trois milieux qui se tournaient un peu autour, mais qui proposaient rien d'un point de vue offensif. Et c'était voilà le seul défaut. Concernant le côté droit, on a retrouvé ce jeu qui penchait beaucoup à droite. Donc tu sens que la connexion avec Madueke était pas mal. Même White, ouais, il y avait un petit jeu en triangle qui commençait à se faire. C'est assez positif. Et puis c'est aussi le joueur qui serait peut-être le plus d'occasions de notre côté. Donc avec quelques frappes pas très dangereuses, mais quelques frappes. Donc pour un match de reprise de Ligue des Champions, d'un quart de finale, je suis très satisfait et j'espère que d'un point de vue tactique et collectif, on va trouver un jeu beaucoup plus fluide. On a, pour continuer sur la partie offensive, euh, avant le réveil de Madueke, vers la... qui correspond un petit peu au réveil des Gunners, c'est-à-dire à peu près vers la 10e minute de jeu, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté statique de la ligne de 3 devant. C'est-à-dire qu'en Ouais. début de rencontre et à plusieurs reprises sur des temps assez réduits, on avait cette ligne de 3 avec Trossard, Gyökeres, Madueke. Il n'y avait aucun appel dans la verticalité, il n'y avait aucun appel dans les pieds. C'était vraiment genre, tu avais une ligne de 3 alignée et bah, on fait quoi? On rappelle que c'est l'appel de balle qui déclenche la passe et pas l'inverse. Alors que Trossard n'avait pas cherché la verticalité, c'est une chose vu sa vitesse. Ok, très bien. Euh, on a vu Gyökeres se dépenser beaucoup pour trouver des décalages, mais c'était pas forcément une grande réussite. Mais en tout cas, il a tenté. Et Madueke, ouais, qui a dû mettre, je pense, 10 bonnes minutes à rentrer dans le match et aller commencer comment dirais-je, son mano à mano face à Rojo. Euh, Yes, c'est ça. comment on explique ce côté apathique de cette ligne offensive de 3 sur l'entame de match et par certaines séquences durant cette rencontre? Choix tactique, choix du conseil du coach ou juste un défaut d'envie ou de, je sais pas moi, d'intelligence footballistique, j'en sais rien. Moi, je pense pas que ce soit un manque d'envie. Je pense plus quand même à une consigne tactique. J'avais quand même la grande impression qu'on est venu chercher le 0-0 ce soir. Donc, ah, mais c'est dur à Putain, on dire, a mais loupé le plan, merde. non, non, mais c'est dur à dire, mais t'as quand même l'impression que tu viens pour chercher le 0-0, quoi. Tu viens pour pas perdre. Ils font un très bon travail de repli défensif. Je pense à Madueke notamment. Et je sais pas si ça vous a sauté aux yeux, mais dès que White arrivait en un contre un et la caméra du stade faisait comme ça, t'avais Arteta en bas, il hurlait sur Madueke, il lui faisait comme ça avec la main, reviens, 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 et il a fait un nombre de replis défensifs Madueke pour que White ne soit pas en un contre un. J'ai trouvé l'apport défensif, en tout cas de nos offensifs, très bon. Mais après, voilà, offensivement, bah, c'est compliqué, quoi. Tu te crées pas d'occasion, tu fais rien, quoi. Et les 10 premières minutes, comme tu as dit, c'est ça, hein. C'est ça. Avant que Madueke tente un petit peu de mettre le bouillon sur un Raouro qui m'a vraiment impressionné, moi. Je l'ai trouvé très très bon, ce défenseur du Sporting. Ouais, alors oui, mais le mec doit pas terminer le match sans carton. Désolé.
Ouais, non, non, mais ça, c'est, oui, oui, bah, après, il a joué sur ça, hein, donc il sait que il a le droit de mettre des cartouches, et voilà, il a fait ce qu'il fallait. Je trouve il fait quand même un gros, gros match, mais Madueke fait aussi un bon match sur lui. J'ai Ouais, trouvé, beau duel. Là, c'était un beau duel, ouais, comme tu ouais, dis. je pense que c'est un beau duel entre les deux. Ouais, c'est compliqué de définir cette attaque aujourd'hui alors qu'on on a les mêmes problèmes depuis beaucoup de semaines. Mhm. C'est cette difficulté à imposer du rythme et du danger, que ce soit dès le début du match, mais tout au long du match. Je pense, concernant ces 10 premières minutes, moi, c'est au-delà de l'attaque, c'était même le milieu, j'ai trouvé très statique. Je pense déjà à cette longue première séquence qu'on a juste avant la grosse occasion qui touche la barre d'Arroyo, c'était lui, où on tient le ballon pendant peut-être 2 minutes, 2 minutes 30 et on passe pas le milieu de terrain. Et tu te dis là, ça va être un gros match encore. T'as... Donc non, c'est global, je pense, que ça manque de mouvement, c'est au milieu de terrain, et le fait qu'on puisse Sauvegarde qui doit revenir derrière pour être face au jeu. Enfin, en fait, c'était un peu, voilà, l'EHPAD, il faut y aller en douceur, et après. Ça a mis son temps. Heureusement que Madueke a sonné la révolte parce que moi j'étais prêt à aller au lit, hein. Effectivement, la révolte sonnée par Madueke jusqu'à la 75e minute de jeu et ouais, vous aurez remarqué, hein, on fait première mi-temps et je bascule à la 75e parce que finalement, la deuxième mi-temps va être une copie conforme de la première euh, jusqu'au double changement. Merci à, je crois que c'est Nicolas, d'avoir remarqué que ma prédiction était la bonne, puisque je vous avais annoncé l'entrée de Doman à la 75e. Donc double changement avec la sortie de Madueke. Alors, sortie qui en a surpris certains d'entre vous. Beaucoup moins la sortie de Trossard. Il n'y a personne qui sait. Bizarrement, personne n'a dit mais pourquoi on sort Trossard. Euh, donc les entrées de Martinelli et de Madueke, pardon, pour non, je raconte n'importe Non, quoi. Les sorties de Bauman. Trossard et de Madueke pour Martinelli et le jeune Max Doman. Et je vous le disais un peu plus tôt, Ødegaard avait cédé sa place quelques minutes avant, à la 70e, à Kai Havertz, qui évoluera bon an, mal an pendant un quart d'heure sans trop savoir se situer. Et il faudra attendre cette quasi dernière occasion dans les presque arrêts de jeu, je crois même dans les arrêts de jeu, pour, euh, pour une totale délivrance. Trossard, j'attends de voir les tops et les flops pour ouvrir au nom un dossier, on verra, hein, peut-être qu'il vous a plu, sait-on jamais. Madueke, je suis persuadé qu'on va en reparler un petit peu juste après. Si on parle un petit rapidement des changements, notamment l'entrée de Max Daumann, qui devient du coup le plus jeune joueur, je crois, à rentrer en quart de finale avec des champions. Euh, Apprentissage un petit peu compliqué sur les 20 minutes qu'il aura joué, notamment physiquement. Alors, techniquement, et encore une fois, en disant ça, pardon, ne pensez absolument pas que je suis en train de critiquer le jeune Max Doman. Je fais juste un constat que effectivement c'est une pépite, qu'il a de l'or dans les pieds, qu'il a été décisif pour nous déjà cette saison, qu'il le sera sans nul doute encore d'ici la fin de la saison. Mais voilà, déjà quand tu es un joueur confirmé, expérimenté, de rentrer dans un match où, mine de rien, l'intensité physique était quand même assez importante, c'est pas évident. Alors, quand tu as 16 ans et que tu as quelques minutes de Ligue des Champions dans les jambes, je pense que voilà, il y a quelques circonstances atténuantes pour le jeune Max, mais clairement, ça ne sera pas sa meilleure rentrée, pardon, disons-le, puisque il s'est
heurté à Rojo qui avait non pas muselé Madueke, mais qui s'est déjà beaucoup dépensé dans un rôle de piston, parce que c'était pas un simple c'est pas un simple défenseur hein, à Rojo. Hein. Il avait un vrai rôle de piston, donc le mec il en a mangé des allers-retours, mais force est de constater en tout cas que Max Doman n'aura pas su tirer profit de sa fraîcheur physique sur le côté droit. Et sur le côté gauche, eh ben, le fiston, hein, voilà, l'un des hommes décisifs de cette Ligue des Champions côté Gunners, qui aura une mise en jambe non pas compliquée, mais progressive, avec cette première frappe qu'il va chercher en rentrant déjà sur son pied droit, et puis pour délivrer au final ce centre magnifique, cette passe D magnifique dans les pieds d'Averse, qui mettra un but non pas moins formidable, puisque l'enchaînement contrôle-frappe au contrôle plat du pied est assez exceptionnel. Je profite justement de ce focus sur les remplaçants pour vous sortir une stat que Corentin m'a transmise et que j'avais vu passer justement par l'excellent média Arsenal French Club sur X, qui disait que les remplaçants de l'Arsenal cette saison, c'est 38 buts, toutes compétitions confondues, 24 buts, pardon, je suis vraiment fatigué, 14 passes décisives, soit plus que n'importe quelle autre qui est, oh là là, soit plus que n'importe quelle autre équipe des 5 grands championnats européens. Merci le banc, c'est comme ça que finit le tweet d'Arsenal French Club. Ils ont récupéré ça d'Optajo. Euh, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est vrai que souvent on s'est plaint, euh, non pas de la profondeur de banc, mais parfois de la qualité de banc, en disant que finalement ces fameuses équipes B qui étaient là pour un petit peu mettre en concurrence les titulaires un petit peu indéboulonnables, bah, il y avait peut-être un manque de talent, mais force est de constater que depuis le début de la saison, Arsenal est l'équipe qui, je ne vais pas dire se sert au mieux de ses remplaçants, mais dont les remplaçants sont les plus décisifs. Et ça, c'est plutôt agréable. Euh, cette ouverture de score, messieurs, tardive certes, mais ouverture du score quand même, qui nous donnera la victoire, puisque je ne sais pas si je l'ai dit depuis le début de ce podcast, ben c'est victoire des Gunners sur le score de 1 but à 0, grâce à ce but de Kai Havertz sur une passe D de Martinelli. Euh, Martinelli, on peut le critiquer, mais mine de rien, quand il lève la tête, Quand il joue bien au foot. c'est vachement bien, quoi. Non, mais sur ce but-là, franchement, pour moi, c'est vraiment du 50-50. C'est-à-dire que la prise de décision de Martinelli d'aller chercher le 1 contre 1, d'éliminer son adversaire direct pour pouvoir justement accéder à cette zone beaucoup plus axiale, de se mettre sur son bon pied, de voir l'appel de balle, parce que n'oublions jamais que c'est l'appel de balle qui déclenche la passe et que appel de balle d'averse, il y a. C'est pas une course comme ça faite Oui. juste pour trottiner. La zone trouvée de Martinelli, elle est juste parfaite. Le contrôle et l'enchaînement de Kai Havertz est également. Baptistou, c'est la grande classe, ce but. T'as tout résumé sur Martinelli, quand il lève la tête. Voilà, tout simplement. C'est un joueur, il est comme ça, il a la tête baissée dès qu'il déborde. Voilà, il a levé la tête aujourd'hui, il a vu un copain, il a centré. Havertz, très clinique aussi, très beau contrôle, finition parfaite. Alors, comme sur le but de Zubimendi, perso, je ne me suis pas levé parce que je le vois en jeu. Alors, sur le premier but, j'avais raison, mais sur celui-là, tant mieux que je me sois trompé, parce que dans ma tête, Havertz était hors jeu. Je pense qu'il avait fait un pas de trop, mais finalement, non. C'est ça aussi qui embellit le but. La course d'Havertz, elle est lancée au bon moment. Et voilà, deux remplaçants qui nous libèrent, ça fait très plaisir et je pense qu'elle va faire beaucoup de bien dans la tête, cette victoire. Même si elle est poussive, même si elle a été compliquée pour nous à regarder, en tout cas, je pense que pour les joueurs, de regagner, d'être un petit peu plus serein avant le retour, pour la suite de la saison, ça va faire du bien. Mm. Louis, Ouais, cet enchaînement, je suis en train de revoir le but là sur le média Canal Plus Sport. C'est assez incroyable ce qui est fait, quoi.
Ouais, je rejoins vos avis. Bon, moi, personnellement, j'étais tellement abattu que j'ai même pas vu le but directement. J'étais déjà en train de décrocher. J'ai dû, Il est en train de se laver les dents, de mettre son pyjama. c'est ça, en train de faire la vaisselle, donc j'ai dû revenir en arrière. Non, mais ce que j'aime dans ce but, c'est surtout que c'était instinctif, quoi. Il a levé la tête, certes. Est-ce qu'il a réfléchi? Je sais pas, et je lui souhaite pas, et qu'il joue comme ça un peu plus spontanément. Mais voilà, un but en plus à 91e où voilà, là, ils ont tous de la magie dans les pieds et ça va au fond, c'est quand même top. Et j'espère qu'on verra un peu plus d'action, voilà, directe, arrêter de tourner en rond, de se faire des passes comme au handball et d'essayer. Voilà, il aurait pu se louper, on lui aurait sans doute voulu, mais au moins là, il a réussi et pour une fois, c'est salvateur et voilà, le fiston, pour une fois, je suis avec lui et j'espère que il pourra repartir avec ce super centre dès le week-end prochain. Ouais, ouais, mais en tout cas, c'est le but qui fait vraiment du bien. Alors, moi, contrairement à toi, Baptistou, moi, j'ai lâché les décibels, hein. Autant sur le premier but, j'avais un énorme doute sur la position de Gyökeres et je me suis levé en me disant, il y a quelque chose qui cloche. Ah, pour moi, le premier, il est Euh, flagrant. Genre, je me demande même comment les joueurs peuvent célébrer. ouais. Il est flagrant, le premier. Jusqu'au moment où tu te rappelles qu'il y a la VAR, quoi. C'est Ouais, non, mais c'est même ça. l'assistant, je Mais, trouve que l'assistant fait une grosse erreur, là, quand même. Il est en ah face. oui, bien sûr, oui. Même Mais avec la loi Wenger, il n'y a pas but, hein. mais le mouvement, on n'a Ouais, pas le moment, parlé elle est de bien. ce but annulé pour un hors-jeu très justement annulé pour un hors-jeu de Gyökeres. Mais ce mouvement déjà, tu vois, ils étaient tellement rares dans la rencontre qu'en fait tu prenais déjà plaisir, quoi. Tu te dis, ok, donc on est encore capable de faire ça et pourquoi pas renouveler ça un peu plus tard dans le match pour aller chercher la différence. Mais ouais, c'est un but qu'on prend. Alors après, il n'y a plus de but à l'extérieur, donc on débutera le match retour mercredi prochain avec un but d'avance, contrairement à ce que au huitième de finale face à Leverkusen où on avait fait un partout à l'aller et donc du coup de marquer ce, ce but à l'extérieur et de gagner 1-0 le quart aller te donne ce joker de dire que même si tu prends un but, c'est pas catastrophique et tu as encore le temps. Là où moi j'ai un petit peu plus de mal à rejoindre certains commentaires, notamment des journalistes de Canal qui commentaient le match de ce soir, ils avaient l'air persuadés que le match retour à l'Emirates, Ouais. on montrerait un autre visage, genre nous à la maison, on est des tueurs, etc. Je pense que ça fait quand même un bout de temps qu'il n'a pas regardé Arsenal jouer. Et moi, je m'attends clairement à la même copie dans l'ensemble que ce soir. Je m'attends pas à une vraie domination Gunners, hein, vraiment pas, hein. Je sais pas vous, ben, toi, Baptistou, mais Moi, je trouve quand même que le match contre Leverkusen, il a abouti. On avait fait le débrief ensemble, on était quand même tous plutôt séduits par la prestation. Donc bah, après, il y avait eu match nul au match aller, donc hmm, forcément, il fallait appuyer sur l'accélérateur. Mais je pense que si on était resté à 0-0, ça aurait été un match type Leverkusen, même si le Sporting a l'air quand même un petit peu plus solide. Moi, je trouve qu'on est moins flamboyant, mais on n'est pas non plus comme ça tous les matchs, quoi, à mon humble avis. Oui, oui, c'était surtout ce match aller qui nous faisait peur parce il y a toujours cette appréhension à l'extérieur et tu sais jamais trop comment jauger ton adversaire, surtout un adversaire en forme comme le Sporting. Bon, après, il est pas fait, hein, le match retour non plus. En général, quand on les prend un peu à la légère, on se fait punir. Donc, il faudra être sérieux. Mais bon, défensivement, on est quand même solide. Et j'espère que d'ici là, on aura quelques retours aussi, peut-être pour renforcer un peu, notamment Timber et Hincapié. Donc, on va dire que je suis un peu plus serein du fait qu'on ait gagné. Je l'aurais été beaucoup moins avec ce 0-0 tristouné. ok, ben, impatient de voir déjà le match retour, mais entre-temps, on y reviendra. Il y a une autre échéance dès samedi. Messieurs, vient l'heure des flops et des tops.
comme notre cher ami Nitinia l'a instauré de façon très, 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 très perspicace, vos flops puis vos tops en enchaîner sans argument. Baptistou. Declan Rice, David Raya en top. Et, euh, et en flop, Leandro Trossard, Ben White. Louis. Je reprends Raya, Rice et Madueke en top et en flop, euh, Trossard, White et Gyökeres. Ok. Eh ben. Trop ça, on y Pardon, vient, les gars. Oui, pardon, j'ai oublié un flop. vas-y. Zubimendi. Ah oui, Zobi, putain, j'ai oublié aussi. Je suis désolé. Je suis désolé parce que Bon, je laisse j'ai été Gyökeres quand beaucoup même. critiqué, mais moi je mettrais plus Zubimendi devant Gyökeres. Ouais, Parce que je Gyökeres, suis, je suis d'accord avec toi. Ouais. compliqué pour. Enfin, j'espère qu'on reparlera du cas Gyökeres, mais moi, je vais mettre ma cape de défenseur de Gyökeres encore une fois, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, quoi? Ouais, non, ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans cette équipe, Ah, quoi? tu l'envoies en équipe de Suède, tu l'alimentes en centre, et puis il marque et il Il n'a revient, il pas a un le ballon, le moral. mec. Il a pas un ballon. Il a eu un À part ballon ça. contre Southampton, but. Il a eu trois ballons avec la Suède, but. Il a eu un ballon contre la Pologne, but. On le sert mal, Gyökeres. Alors, est-ce que c'est un attaquant qui est pas pour nous et on n'aurait pas dû le recruter? Ou est-ce que on a bien fait de recruter son talent de finisseur, mais on s'en sert mal? Je n'arrive pas à savoir quelle est la problématique, mais en tout cas, il y en a une, ça c'est sûr. Euh, je suis en train de choisir entre Trossard et White, parce que Trossard, en fait, allez, White. Parlons de Benny Blanco, messieurs. Dans vos flops à tous les deux. Je le disais, je vous ai trouvé de façon très générale assez dur avec lui dans le Discord. Louis, peux-tu m'argumenter la raison de ce... Alors, ça veut pas dire qu'il est dans mon top, hein, mais la raison de ce flop. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce qui justifie finalement ce carton rouge qu'il lui a adressé ce soir? Bah, un flop, c'est en général un joueur Une où tu, déception. une Ouais. déception, où tu t'attendais à mieux, et c'est un peu le cas de White, parce que je me suis dit globalement, avec une ossature, une équipe titulaire à côté de lui, avec le retour d'Odegaard, il allait pouvoir retrouver un peu plus d'élan offensif, de sérénité défensive, et dès le début, je trouve ce joueur très maladroit. C'est vrai que l'occasion finalement où on lui porte le plus de défauts, là, cette balle en profondeur, je peux comprendre que c'est globalement toute la ligne qui est haute et qui se fait un peu manger, et le ballon qui est très propre. C'est pas tant cette action moi qui m'a frustré, c'est globalement sa contribution au jeu où je l'ai trouvé très très brouillon. Euh, voilà, beaucoup de passes ratées un peu bêtes, voilà, ce jeu vers l'avant qui ne va, au final il revient en arrière. Euh, Parfois cette nonchalance aussi on peut lui connaître, où il va pas au bout de ses actions, il met des passes un peu molles, et globalement en fait je l'ai pas trouvé très concerné par ce match. Et défensivement, en plus de cela, il perd beaucoup de duels ce soir. Il a perdu 4 duels sur 7 au sol. Alors il a été plus propre dans les airs, mais globalement il a perdu la moitié de ses duels. Ça a été un peu mieux peut-être en seconde période. C'est vrai que sa seconde période est un peu plus propre, mais parce qu'on a aussi plus de maîtrise, et le Sporting a moins le ballon. Mais c'est vrai que parfois je me tirais les cheveux. Je me disais, il gâche des occasions, et, et il a rien proposé devant. Jamais il fait un dédoublement. Alors ça, c'est pas que lui, c'est la faute globalement d'Arteta et de ses choix. Et le seul dédoublement qu'il fait, bah bizarrement, il y a potentiellement un centre intéressant à faire qui loupe. Mais bon, voilà, globalement, un match. En fait, là où je le note dur, c'est le fait que potentiellement Timber va être out quelques semaines, ou on sait pas trop. Donc, on va devoir compter sur lui, et j'attends beaucoup plus de lui dans cette fin de saison. Voilà. Ah, sur lui ou sur Mosquera ou sur une rotation des deux Mais plus lui que Mosquera au vu de son expérience, et même s'il a été blessé, voilà, son leadership qu'il a intrinsèquement. euh, Batistou.
je vais pas te demander de défendre Ben White, puisque tu l'as mis également dans tes flops. Par rapport aux arguments de Louis, aurais-tu quelque chose à rajouter qui ferait que justement ça justifierait tes flops? Non, non, il a tout dit. Moi, c'est surtout, en première mi-temps, il m'a énervé balle au pied. Il a pas réussi une passe. À part les passes simples quand Madueke est à 2 mètres de lui, mais dès qu'il fallait tenter une passe compliquée, c'était raté. Ça a été intercepté par un milieu du Sporting. Et puis quand t'es doublure, quand t'as envie de peut-être aller au mondial, quand t'as envie de prendre la place de Timber, je peux pas laisser entendre qu'il est nonchalant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Tu n'as pas le droit d'être nonchalant ce soir, alors que t'as ta place à jouer, que ce soit au mondial ou avec nous, quoi. Il a entre guillemets cette chance que Timber soit blessé. Il se doit de la saisir parce que je pense que si Arteta lui a refait confiance ce soir, ça me dit, s'il n'y a pas de Timber, il y a un monde où c'est Mosquera qui débute à droite. Ouais, on va y revenir là sur vos flops juste après. Parlons un petit peu de choses plus réjouissantes et de vos tops. Messieurs, je vais les citer. Vous avez les deux mêmes, à savoir Rice et Raya. Et toi, Louis, tu as rajouté Madueke. Madueke, ça semblait assez, assez logique, tant finalement sur le front de l'attaque, il a été le seul à provoquer, à essayer et à parfois briller. J'aurais tendance à dire que moi, il y a un top, pardon, qui n'est pas dans votre liste et que ça me semble très très bizarre, c'est Saliba. Ouais, c'est ce que j'ai. Mais voilà, vous êtes Je suis libre. d'accord. Euh, Raya, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête sur Raya parce que Rice, volume de jeu de nouveau énorme. Et, euh, et, et j'aimerais finalement qu'on trouve ce système de jeu où finalement il n'a pas besoin d'aller fermer tous les espaces parce que c'est ce qu'il a quand même fait encore une fois en deuxième période. C'est-à-dire que quand il y avait le feu, il était là, il mettait le bleu de chauffe, il accélérait, il mettait le coup de rein, il allait chercher cette position laissée vacante par un coéquipier pour aller fermer l'espace, pour aller récupérer le ballon. Et finalement, Rice, bien évidemment, c'est une bête de jeu, c'est une bête de jeu défensive. C'est un mec qui ne lâche rien, mais il a tant de choses à nous apporter offensivement que parfois, il serait peut-être intéressant de réfléchir à un système de jeu où il ne dépense pas toute son énergie à défendre pour pouvoir vraiment avoir cette faculté de se projeter vers l'avant beaucoup plus souvent et d'aller chercher le, le surnombre ou d'aller casser des reins, d'aller casser des lignes, d'aller casser des pattes arrière, ce que vous voulez. Mais voilà. Mais par contre, David Raya, messieurs, on peut s'arrêter dessus. J'ai été cette saison beaucoup moins, en tout cas jamais dans ses arrêts. Il a été de nouveau décisif ce soir. Il dévie cette balle en première période sur la transversale, puisque, rappelons-le, il la touche et que s'il ne la touche pas, à mon avis, Il a- c'est juste en dessous de la barre. Et en deuxième période, il avait fait ses deux, trois arrêts, notamment en se couchant assez souvent rapidement au sol pour aller contrer des ballons du Sporting. Donc, dans l'ensemble, une grosse performance de Raya qui garde ses cages inviolées et qui nous permet de rester dans le match tout au long de la rencontre aussi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être encore une fois, comme contre Leverkusen, le meilleur joueur et ça devrait pas parce que avec tout le talent qu'on a dans ce 11, c'est dommage de s'en remettre qu'à lui. Et en plus, qui m'a fait quand même rire pour lui, c'est qu'il a été mis sur le banc pendant 2 matchs d'affilée et il a quand même montré que c'est lui le patron et encore une fois très décisif, 5 arrêts au total. Enfin, c'est assez énorme. Enfin, on aurait pu prendre 2, 3 buts sans problème et toujours très propre aussi à la relance. Donc franchement. Enfin, on se posera la question à la fin de saison, en fonction aussi du potentiel titre de nos tops et des meilleurs joueurs. Mais Mm. j'espère enfin, je pense certainement que Raya sera dans le top 3 et que j'espère qu'il sera encore plus décisif dans les derniers matchs. Mais c'est rassurant, franchement, cette saison, je suis très rassuré avec Raya et j'aime beaucoup ce joueur. Il est beau gosse, donc franchement. Moi, je le trouve pas si beau que ça, hein, vraiment, hein, mais bon, on s'en fout. On Tant part qu'il est vraiment sur un efficace. débat physique là, Tant qu'il est Louis. efficace. Seul petit reproche, c'est ce ballon boxé
en fin de match. Je vois Ouais, pas pourquoi voilà. il le boxe. Franchement, celle-là, il doit la mettre. À part ça, ouais. Pour moi, il doit la mettre dans ce qu'on appelle dans le filet, hein, dans la C'est poche. la peur Wolverhampton, ça. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Après, pour Il boxe ses ballons rebondir sur ce depuis que tu disais, Wolverhampton. Louis, très honnêtement, je n'ai aucun doute qu'il y avait déjà une hiérarchie et que David Raya était loin devant Kepa Oui, dans oui, la c'est hiérarchie des gardiens, pas anecdote. Dieu merci, hein. mais voilà. Et puis après, avec des si, hein. Si David Raya avait joué, aurions-nous gagné la Carabao Cup? Franchement, je ne pense pas. Non plus. Et je n'ai pas vu le match contre Southampton, mais si David Raya avait joué, serions-nous passés en 4-0. demi-finale? Quadruplé de Raya d'ailleurs. Tiens. Messieurs, une chose que j'ai envie de faire depuis très très longtemps, et finalement le timing il est juste parfait dans la progression de cet épisode par rapport à la mise en ligne des notes, c'est l'énorme plaisir d'accueillir Nitinia, salut Nitinia, sois le bienvenu dans cet épisode. Nitinia qui était aux notes de ce soir. Nitinia, Bonsoir, déjà dans messieurs. l'ensemble, ce match, tu l'as senti, parce qu'on va quand même faire une petite parenthèse sur toi, puisque tu nous rejoins. Comment tu l'as trouvé de façon globale, cette rencontre? Ouais, c'était laborieux tout le match, je pense, hein. Moi, je vous ai écouté, hein, évidemment, hein, avant, mais donc je vous suis et je vous rejoins sur quasiment toutes les analyses. Heureusement qu'il y a ce but parce que sinon, je sais pas ce qu'on dirait de ce match parce que c'était quand même bien poussif, mais l'essentiel est là. Comme on dit, l'essentiel c'est les 3 points. Mais sauf que là, c'est une victoire en quart de finale aller. Et ça, c'est très bien pour nous. Pour autant, ce but n'aurait pas changé ta notation, puisque généralement, on le rappelle, on a l'habitude de noter les titulaires, voire les Mhm. remplaçants quand ils ont un certain nombre de minutes. Mais là, je pense que ni Havertz avec 20 minutes de jeu, et ni Martinelli et Doman avec un quart d'heure, ou voire un peu plus avec les arrêts de jeu, auront eu une note. Tu l'as dit toi-même, tu as fait la notation pendant que nous enregistrions cet épisode. Donc tu nous as écoutés peut-être attentivement, au moins d'une oreille. Euh, Tu as entendu les flops et les tops de Louis et de Baptistou. Et du coup, j'aimerais qu'on s'arrête sans forcément tout dévoiler, parce on va bien évidemment inviter nos auditeurs et les followers du compte Arsenal French Club à aller consulter l'ensemble des notes sur notre site internet Arsenal French Club, et d'aller arsenalfrenchclub.fr bien évidemment, et d'aller noter les joueurs de façon individuelle. Mais est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ta meilleure note, et puis et peut-être commencer par ta plus mauvaise note pour voir si déjà on se retrouve par rapport au flop et au top. Ta plus mauvaise note, je suis en train de la consulter, si je me trompe pas, c'est Trossard. Exactement. Trossard, il a 3. 3-0. Invisible. Invisible. Trossard, c'est le flop de, il me semble, c'est bah, les deux, je pense. Hein, les deux Ouais. ont mis Louis et Baptiste ont Ouais, mis ouais, les en deux, flop oui, et je bah les oui. rejoins. Mais du coup, s'il était C'est invisible, ouais. Nitinia, le 3 Mm. c'est quoi? C'est pour la frappe tentée des 40 mètres en première mi-temps? Ouais, c'est ça, c'est une bonne prise d'initiative Ouais. qui a fait pchit, hein. Non, c'est aussi pour bah, sa présence dans le match, hein. Il faut être 11 pour jouer, donc minimum 2 points et 1 point pour aller la seconde mi-temps, on l'a un peu plus vu. Ouais, mais c'est il y a rien à retenir de son match, hein, vraiment. Alors, permets-moi de te lire mot pour mot Mhm. Nitinia dans cette notation pour Trossard. Donc, tu l'as dit, la note, c'est 3 sur 10. C'est simple, il ne montre absolument rien. Il tente une frappe de très loin en fin de première période pour, pour évacuer sa frustration. On le voit un peu plus en seconde période, mais la copie est très insuffisante, remplacée logiquement par Martinelli, remuant et décisif sur une passe lumineuse pour le but de la victoire d'Avertz, 91e minute de jeu. Donc déjà, au moins sur les flops, tu les rejoins. Voyons maintenant la meilleure note de la soirée. Nitinia, je ne les connais pas par cœur, je suis en train de regarder. J'en vois un à 8. Y en a-t-il un autre? Je ne suppose que non.
Non. Ok. Donc, du coup, le top chez toi, il est chez Raya, qui Et aura la ouais, note de Raya, 8 il sur a 10. exactement, c'est lui le véritable héros du match, comme je l'ai marqué. Il est décisif et il nous sauve le match en fait. Raya, sans lui, je pense qu'on encaisse un ou deux buts. Franchement, même sans lui, je pense en global dans la saison, je pense qu'on ne gagne pas autant de matchs parce que j'ai vu passer une stat là, on a gagné quand même 38 matchs cette saison. C'est fou. Et je pense que sur ces 38 matchs gagnés, toutes compétitions confondues, il en est allez pour peut-être la moitié en grande partie responsable. Et ça, je suis très content de l'avoir comme gardien aujourd'hui. Et ça rejoint Louis et Baptiste qui l'avaient aussi mentionné dans les tops à juste titre. Là encore, je vais te citer, Nitinia, si tu permets. Hmm. Si Havertz est bien le héros du match, le véritable héros de cette rencontre est bien le gardien espagnol. C'est simple, en fin de match, c'est lui qui réalise deux arrêts salvateurs, 81e et 86e, avant le but libérateur d'Havertz. Il effleure suffisamment la frappe d'Arojo sur la barre en début de match, qui était pourtant compliqué au pied. Mais une nouvelle fois, il a encore répondu présent. Attends, j'ai pas compris ça. Qui était pourtant compliqué au pied. Mais en fait, au début du match, c'était compliqué au pied Ah, pour ok, lui. d'accord, ouais, ok, pardon. Il loupait des Oui, dégagements et tout. C'était un peu dur oui, mais pour c'est un lui. gardien, c'est pas grave. Ouais, voilà, mais c'est pas grave, ça. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, non, mais Raya qui nous maintient dans le match et qui permet effectivement d'avoir ce résultat positif parce que de façon très, très triviale, quand tu ne prends pas de but dans une rencontre, il suffit d'en mettre un pour gagner. C'est quand même très con ce que je dis, mais ça reste une vérité absolue dans le foot, d'où l'importance des clean sheets, déjà. Et d'où l'importance également de faire un break quand tu mènes 1-0, parce que si tu mènes 2-0, tu en prends un, bah, tu es encore devant. Et ouais, ce soir, c'est de la grande philosophie, messieurs. Baptiste, on est en train de le perdre là. Ok, et du coup, il y a juste une chose qui m'a un petit peu. Je voudrais avoir ton avis, Nitinia, en survolant un petit peu les notes. Euh, c'est pas du tout une critique, mais juste pour comprendre. Euh, Madueke, tu lui accordes la note de 6 sur 10. C'est-à-dire que c'est même pas le deuxième joueur le mieux noté, il y en a d'autres. Mais ça, il faudra aller sur le site internet pour le découvrir. Du coup, est-ce que tu as trouvé le top, ben, le fait de mettre Madueke dans les tops flatteur ou qu'est-ce qui lui a Non, manqué finalement pas, pour avoir cette notation peut-être un peu plus importante? non, pas flatteur. Et c'est bien de le mettre dans les tops. C'est le plus dangereux des trois offensifs, comme je l'ai mis sur la description des notes. Mais Ouais. en fait, ce qui me dérange avec Madueke, c'est il est pas décisif. Et moi, j'attends qu'il soit décisif. En fait, c'est juste ça. Mais il fait un bon match, hein, Noni Madueke. C'est un bon match pour un joueur qui avait le genou en compote 2 semaines avant. Et là, Ouais. il se montre plus dangereux que Trossard et Gyökeres. Donc ça, c'est Ré- plutôt positif. Réunis, réunis. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, donc du coup, en conclusion de cette rencontre-là, encore une fois, il faut pas minimiser le résultat de ce soir parce qu'encore une fois, on va l'emporter à l'Estadio José Alvalade alors que le Sporting sortait d'une série assez invraisemblable de 17 matchs, de 17 victoires. C'est même pas c'est pas, même pas des matchs sans défaite, c'est 17 victoires consécutives. En Donc vous l'aurez 22. bien compris là-dedans. Pardon? Ils sont à 22 sans défaite. Enfin, ils étaient à Ouais, 22. donc là, dans les 17 victoires consécutives, il y avait bien évidemment probablement de la Coupe portugaise, s'ils ont joué à la maison, il y avait du championnat portugais, mais il y avait bien évidemment aussi de la Ligue des Champions. Et franchement, sur le papier, j'ai trouvé cette équipe super intéressante dans le jeu. Euh, Ça reste un adversaire de taille pour le match retour. Oui, mais voilà, avant le match retour, il y a une parenthèse Première Ligue ce samedi avec la rencontre face à Bournemouth, qui est, si je ne me trompe pas, l'équipe en forme
de la première ligue, puisque je crois que c'est 10 matchs, 11, ouais. 11, c'est ou l'équipe. voire même 11 sans défaite. Voilà. Alors, tu vois, Louis, tu disais que, je crois, je sais plus comment tu le disais, mais tu disais en gros, ouais, euh, ce match-là t'inquiétait, le match allait t'inquiéter, pas forcément le match retour. Moi, en fait, c'est les 7 matchs de PL qui m'inquiètent. Tu vois, Ouais, ça par contre, ça change pas. Tu vois, je suis je suis un peu dans le mal. Alors, gros avantage, c'est qu'on jouera dans le chaudron de l'Emirates, Ouais. un samedi à 13h30, post-digestion. Dieu sait que des fois, il est difficile de digérer certaines bières, mais parlons un petit peu très rapidement de cette rencontre-là, parce que finalement, c'est l'une des finales de Première Ligue à jouer et l'une des finales de Première Ligue à remporter. Alors, avec quelle équipe Saka sera-t-il de retour? Parce que moi, la blessure de Saka, le mec, il part en sélection, il joue pas, il revient, il est blessé, alors que il est parti, il était fit. Fit, en tout cas, il n'était pas blessé, sinon il n'aurait pas été appelé en sélection, parce que je crois qu'il est parti en sélection, Saka, hein, si je me trompe pas. Ouais. Il a fait Il un petit fait, aller-retour, ouais. ouais, ouais, il fait partie de ceux qui a pris le bus pour rentrer, euh, quand Mikel a rappelé tout le monde. Mais encore un match compliqué, et je crois que ça va être la phrase jusqu'à la fin de la saison. Encore un match compliqué, encore un match à gagner. Litinia, on t'a pas beaucoup entendu du coup sur ce podcast-là. Euh, Tu l'abordes comment ce match? Alors, il est que samedi à 13h30, heure française, 12h30, heure anglaise. Je crois qu'il n'y a pas pire comme horaire, et je crois que c'est vraiment un horaire en plus qui nous convient pas à Arsenal, les matchs à 12h30. Euh, plutôt confiant ou parce qu'on n'a pas abordé l'aspect mental de cette équipe-là avec les deux défaites consécutives en Carabao Cup et en PL. Euh, Moi, c'est l'un des aspects qui m'inquiète quand même le plus, quoi. Parce que autant la Carabao Cup, ok, Pep, il a défoncé Mikel, on a pris une leçon de football, on a pris une leçon d'intelligence de jeu et d'adaptation de jeu par rapport à ton adversaire. Comment mettre en difficulté ton adversaire en changeant ton plan de jeu. Et là, clairement, on s'est fait défoncer, hein. On a pris une fessée, voilà, pantalon baissé, claque sur les fesses, on a la marque des 5 doigts sur le cul. Mais autant Southampton, encore une fois, j'ai pas vu la rencontre. Il est facile de dire ouais, c'est la FA Cup, ça libère des matchs qu'on jouera pas pour la récupération, c'est bien, etc. Ouais, mais on perd contre le septième de Championship, quoi. Et on loupe un accès à Wembley, alors que tout comme la Ligue des Champions, on peut pas dire que le tirage au sort de cette FA Cup était très compliqué. Je veux dire, on a quand même vu un City-Liverpool, par exemple. Voilà, tu vois. Alors oui, il y a eu un Chelsea Port Hale, il y avait un Arsenal Southampton, et l'autre, je crois, c'était Aston West Villa. Ham contre Leeds. Tu vois. Voilà, on a fait partie de deux équipes à ne pas tirer une équipe de PL. Donc, encore une fois, on peut dire que le tirage au sort était clément avec nous. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, il y avait un manque flagrant de révolte, de mental tout court, quoi. La présence seule de Kepa ne peut pas tout justifier dans ces deux défaites, Litinia. Ouais, ouais, non, écoute, sur les deux défaites, je pense qu'on a déjà parlé lors des débriefs. Oui, c'est Je surtout pense pour que focuser l'aspect mental de cette ouais. équipe par rapport à samedi, quoi. Je pense que là maintenant ce sera que des équipes performantes, enfin on va dire la meilleure équipe possible que Arteta va aligner jusqu'à la fin de la saison parce que là je pense qu'en la Ligue des Champions il en a fait une priorité aussi vu la compo alignée ce soir. Mais je sais pas si c'est un problème mental, je crois que c'est plus un problème de niveau. Je sais pas si Louis et Baptiste pourront confirmer, mais pour moi c'est plus un problème de niveau de joueurs. Je rejoins plus certains membres du podcast et même de l'association sur cet aspect-là. Je sais pas si Notamment Louis ou Louis. Baptiste pourront me confirmer. Mhm. Non, moi, je pense pas que ce soit mental. Non. En plus, je pense par rapport à samedi, ce but à la 91e d'Avert, il va faire du bien. Parce que Mm. il va rebooster un petit peu tout le monde. Après, c'est sûr, on perd contre le septième de Championship, mais franchement,
sans être méchant, la FA Cup, je vais bien dormir, quoi. On n'est pas en demi, franchement, je vais bien dormir. Là, il faut prendre l'APL. T'as 9 points d'avance avec un match de moins. Bournemouth, c'est la priorité. City va avoir un gros match à Chelsea. Alors, Chelsea est moins bien. Chelsea n'aura pas Enzo, Paris, James, etc. Mais ils peuvent quand même se faire accrocher. Et s'ils se font accrocher, ben, t'as plus de 10 points sur City avant d'aller là-bas, quoi. Donc, Bournemouth, c'est capital. Et on va jouer contre une équipe qui est celle qui a perdu le moins longtemps. Ils sont sur 11 matchs sans défaite, donc ça va être assez costaud. Leur dernière défaite, pour l'anecdote, c'est le match aller contre nous, c'est le doublé de Rice. Ils ont plus perdu depuis. Donc ça montre quand même qu'ils sont Mais assez ils font solides. que des matchs nuls, Bournemouth aussi, hein. Ouais, 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 mais mais ils bon, perdent pas, quoi. Et s'ils font match nul contre nous, un match nul pour nous, ce sera pas forcément s'ils un font bon match nul contre résultat, nous, hein. c'est la pire des opérations, hein. Très clairement. Alors attention à ce genre de calcul aussi. Et d'ailleurs, je crois que Louis, tu étais avec Corentin et moi dans un podcast pendant la trêve internationale Ouais. où, bah, déjà, je suis désolé, mais si tu veux maintenir ta prédiction, on est obligé maintenant de remporter Ouais, l'APL c'est ça. et la Ligue des Champions, puisque tu t'es mouillé en disant qu'on remporterait deux titres. Ouais, ouais. J'ai bien fait. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. L'espoir. Mais tu as raison et je souhaite que tu aies raison en fin de saison. Mais on disait aussi que ce match en retard de City, il est quand même bien casse-couille, hein. Excusez-moi du terme, messieurs, Mm. mais il n'y a toujours pas de date. Et mine de rien, on dit ouais, on a 9 points d'avance, on a 9 points d'avance. Potentiellement, entre guillemets, tu perds à City, tu peux avoir 3 points d'avance, quoi. Ouais, Parce il va être loin en que, plus, hein, parce qu'il faut attendre que Palace sorte de la ouais, conférence. ouais, exactement, tu vois. Mais en gros, tu peux passer Donc de au 9 final, il à va être 3 loin. points sans avoir rien vu, quoi, tu vois. Donc, alors, je crois que au rythme du calendrier, euh, il est impossible que City ait joué son match en retard avant de nous recevoir. Donc voilà, donc on aura toujours cette avance confortable sur le papier, soit 9 points, soit 6 points, parce que dans le pire des cas, et c'est clairement pas le scénario que je souhaite, ni que je prédis, mais en cas de défaite à la maison face à Bournemouth et en cas de victoire de City face à Chelsea, tu vas à, à City avec 6 points d'avance avant la rencontre et un match en plus. Donc voilà, moi, ces prédictions de points. Alors oui, nous, on aura déjà joué notre match, on l'aura gagné déjà. Mais j'ai l'impression que City, ils sont partis dans une dynamique de malade, quoi. Et je pense que en fait, il n'y a que nous il y a que nous qui pouvons aller chercher ce titre par les performances sur le terrain sans espérer un faux pas ou que sais-je de City. Et surtout, parce qu'on n'en a pas encore parlé, il est hors de question que City perde ses 60 points là, maintenant, cette saison, et qu'on nous donne le titre. Allez bien vous faire enculer. Vous attendez ou vous le remettez l'année prochaine, ou alors vous annulez les trois précédents titres où on nous termine deuxième comme des clampins et on devient champion, triple champion de PL. J'en sais rien, mais moi, je veux pas gagner le titre parce que City aura pris 60 points et parce que les instances auront dit ouais, mais si City perd 60 points par rapport aux trois relégables, ils seront pas relégables. Donc voilà. Non, moi je veux gagner la PL cette année et je veux la gagner sur le papier, sur le terrain et pas avec des coups de points de pénalité. Non, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais on n'en avait pas Non, parlé, mais moi, je clairement. suis d'accord, mais on n'aura pas la main dessus. Donc, Ouais, non, mais gardez vos 60 points, sérieux. Moi, je. ah, Imagine, tu fais champion là avec 60 points. Parce que City perd 60 points, on va dire, ouais, mais votre titre, il vaut rien. Vous aurez été rattrapé par City. On veut taper City sur un calendrier ouais, mais juste et. mathématiquement, si tu finis avec 64 points d'avance sur eux, tu peux leur remettre le Ah oui, titre mais à après, est-ce 10 points qu'une d'avance, équipe quoi. joue pareil? Ouais, je suis pas sûr, quoi. Enfin, bref, on Ah verra oui, c'est bien. sûr. En tout cas, rendez-vous donc samedi, peut-être en début de soirée, pour un nouvel épisode de Coup de Canon où j'espère qu'on aura le plaisir de débriefer d'une belle prestation. Et si c'est pas le cas, à minima d'une victoire de nos chers Gunners, parce que maintenant il faut vraiment qu'on avance et je serai accompagné de Corentin Nitinia qui sera également de nouveau présent
sur cet épisode-là, si je me trompe pas, Nitinia, ou je te Ouais, l'apprends. je pense que je devrais être là, ouais, normalement. Et de l'autre Louis, mon cher Loulou du Nord. Euh, Messieurs, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence, pour votre analyse, pour votre bonne humeur. C'est toujours quand même beaucoup plus simple de débriefer d'une victoire. Nitinia, félicitations pour tes notes. J'espère que nombreux seront ceux ou celles et ceux qui iront mettre leurs propres notes pour les moyennes de fin de saison. C'est super important. Et puis, quant à coup de canon, encore une fois, je vous le répète, vous likez, vous mettez un cœur, vous mettez un plus, vous abonnez, vous le partagez, vous en parlez avec vos potes, vous en parlez avec votre enfant, même s'il n'est pas en âge de comprendre et d'aimer le foot, mais vous lui en parlez déjà maintenant, comme ça, quand il sera en âge d'aimer Arsenal et d'aimer le foot, il écoutera coup de canon. Voilà. Hein. Parce que, est-ce qu'on terminerait pas par une blague? Est-ce qu'on n'annoncerait pas à nos auditeurs le montant de la monétisation sur le mois de février, messieurs? Est-ce que On ça, peut. c'est pas le mot de la fin qui serait juste magnifique? C'était un peu le poisson d'avril de ce début de mois en plus. Litinia, il me dit non. Je sais pas s'il dit il faut pas dire, faut pas dire, faut pas dire. Il faut pas dire, Litinia. Il n'y a rien de confidentiel, franchement. Et allez, moi j'y vais. Moi je prends, je m'en fous. Moi, j'y vais. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, asseyez-vous bien confortablement dans votre canapé, dans votre voiture. Mettez votre ceinture parce que, attention, la chute doit faire mal. Nous avons gagné 70 centimes d'euros sur le mois de février. Et on vous remercie beaucoup pour vos écoutes. C'est la prime d'apparition de Mudryk à Chelsea. Voilà. On espère faire plus. Hein. Moi, j'ai dit à Corentin, je vise les 2 euros de monétisation sur le mois de mars. Mais voilà, on vise de plus en plus haut comme Arsenal. Voilà. Euh, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. À très bientôt. C'était Coup de Canon. Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.